Deux noms pour une seule ville. Charleville-Mézières. Il y a de l'ambition là-dessous. Un doigt de schizophrénie aussi. Et un résultat toujours double. Dans cette cité née d'une union par-dessus la Meuse. Une ville du passé qui a décidé d'être moderne. Une ville bourgeoise qui aime beaucoup s'encanailler. Une ville de rigueur construite sur des rêves. Jacques Terray et Élisabeth Baudry nous diront la vision de Charles de Gonzague et sa quête de grandeur. Philippe Vaillant et Agnès Pruvot nous raconteront le désir d'absolu d'un ami de Picasso. Jean-Pierre Léman et sa fille nous emmèneront dans leur îlot de fraîcheur. Alain Tourneux nous mettra dans les semelles de vent d'un éternel poète et Julien Sauvage nous dira que Charleville-Mézières est un songe de rocker. Le tout sous le regard perplexe et intéressé des étranges créatures de Vera, Morgane et Youraté, élèves marionnettistes qui rêvent, elles, de personnages de chiffon à Charleville-Mézières, la double ville des marionnettes. Alors là, on a une troupe de Brésiliens qui nous attendent. Il faut que je me dépêche. Ils m'attendent, ils sont en train de monter. Tous les 2 ans, Charleville-Mézières se métamorphose en capitale mondiale des marionnettes. Ça se passe bien, il y a le soleil, il y a du monde et surtout il y a de très beaux spectacles. Pour la 17e édition, des troupes venues de 27 pays se pressent dans chaque théâtre, chaque ruelle, chaque place de la ville. Des professionnels aguerris, des amateurs ou des petits jeunes qui débutent, comme Vanessa et Marcel, qui ont fait tout le chemin depuis Sao Paulo pour participer à cet événement unique au monde. L'endroit vous plaît? Ça s'est bien passé la première représentation? Oui, ça s'est très bien passé. Il avait beaucoup d'enfants. C'est un challenge pour nous. Nous avons toujours rêvé de participer à ce festival. C'est une grande satisfaction de pouvoir présenter notre travail. La ville est vraiment agréable, enchanteresse et très différente de ce que nous connaissons. C'est une super expérience pour nous. Je dirais même un enchantement. Un décor enchanteur créé au XVIIe siècle par un coup de baguette magique. Mais qui était donc le magicien? L'occasion pour certains visiteurs de réviser leur cours d'histoire. Pourquoi Charleville s'appelle Charleville? Parce que il y a beaucoup de Charles. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Charles. Je pense que c'est ça. Il y a Charles. Ça doit être un roi quelconque ou un noble dans l'ancienne France. Ça vient de Charles de Gonzague, non? Je sais pas. Entre autres. C'est ça? J'ai gagné? C'est bien. Oui, en effet, Charleville est né de la volonté d'un homme, Charles de Gonzague. Un visionnaire, seigneur d'une principauté minuscule, arche et ses 300 âmes, il a rêvé d'une ville nouvelle. Une cité idéale, créée sur mesure, aux dimensions parfaites. Et il l'a fondée, autour d'une place merveilleuse d'équilibre et de symétrie, la place du Cal. Youraté et Monsieur ont délaissé les répétitions de leur spectacle, impatients d'en apprendre davantage sur la fondation de Charleville. Ils ont rendez-vous avec Élisabeth et Jacques, intarissable duo quand il s'agit de se plonger dans l'histoire de leur ville. Bonjour. C'est vous qui êtes intéressée par la visite de la ville? Oui. Oui. Eh bien, Élisabeth, allons-y, commençons. Allons-y, Jacques. Ce qui m'épate toujours, c'est la beauté de ces façades. Ça fait des années, Élisabeth, qu'on passe là. Ah oui, plus de 50 ans. 50 ans, vous et moi, Ouais. plus de 70 ans. La pierre est belle, elle prend la lumière. Hein. Et puis il y a la brique cuite ici pendant le chantier de la place du Cal, Sur quand place. on a construit la place du Cal. Ah hein. ouais. Il y avait les fours à briques et on cuisait la brique. Et puis alors, ces grands toits, alors merveilleux ces grands toits, moi je suis toujours béat d'admiration, hein, avec l'ardoise du pays. Un défi, hein. C'est un prince qui est quand même héritier d'une riche famille proche de la cour des Médicis. Hein, ce sont des mécènes, ce sont des protecteurs des arts et des lettres. Charles de Gonzague, prince d'Arche et duc de Mantoue. Il est féru d'architecture. Il a des moyens. Avec cette ville, il s'offre le plus beau des cadeaux. Le jour de son anniversaire, le 6 mai 1606, il signe l'acte de fondation de sa ville. Une place, des quartiers, des portes, des couvents, sortis de terre à partir d'une simple vision. On dit qu'un jour, Charles de Gonzague a un rêve en regardant par la fenêtre de son palais des Tournelles, aujourd'hui préfecture des Ardennes, donc en bord de Meuse, et il considère ce grand méandre vide
Et l'alluvial l'idée de cette città idéale est de construire une ville à partir de rien, donc sur plan. Il faut penser que Charles de Gonzague avait 26 ans quand il a signé les papiers pour faire sa ville. Il a travaillé la main dans la main avec l'architecte qui en avait 25. À peu près le même âge. Vous vous rendez compte? Car dans cette aventure hors norme, Charles de Gonzague trouve le partenaire idéal, un jeune architecte, Clément Métézeau, qui n'est autre que le frère de l'architecte du roi Henri IV, Louis Métézeau. C'est vraiment une histoire de collaboration entre Clément Métézeau et lui qui a vraiment une idée très précise. Par exemple, il a préféré faire édifier une fontaine au centre de cette grande place pour nettoyer sa place de marché plutôt que d'y faire figurer une grande statue équestre comme la place des Vosges avec sa statue de Louis XIII en son centre. C'est Louis Métézeau qui signa l'architecture de la place des Vosges à Paris. Et il semblerait que Clément Métézeau se soit inspiré des plans de son grand frère pour créer la place ducale de Charleville. Un vrai copier-coller reproduisant ce quadrilatère caractéristique des plans à la mode au XVIIe siècle. En cardo decumanus, c'est-à-dire qui ressemble en damier, qui ressemble au camp de légionnaires romains, comme ça avec un côté très symétrique, très fonctionnel, une norme pour les rues, une certaine largesse pour laisser passer deux charrois qui puissent se croiser sans heurts ni injures. Donc il y a aussi une idée de faire une ville fonctionnelle. Charles de Gonzague a donc également une vision politique pour Charleville. Sa ville, il l'a construite, il faut maintenant la peupler. Sa vision, c'est de créer une ville dédiée au commerce, dédiée à l'ouverture vers le nord, d'ouvrir une place de marché vers le nord. Ce sont des logements, mais qui sont destinés à accueillir une activité et des gens qui travaillent, grands artistes. Il va y avoir des grands verriers italiens, il va y avoir des dinandiers également. L'objectif est d'attirer des gens qui apportent un savoir-faire. Pour attirer une nouvelle population, Charles de Gonzague a une idée toute simple, mais très efficace. C'est la ville de la deuxième chance à un moment donné, puisque Charleville en 1621 est décrétée terre d'asile. Alors tous les gens qui avaient des crimes de sang, des dettes, sont venus s'établir, ont demandé accueil à Charleville. Et on a des statistiques très précises sur à peu près 550 réfugiés. Parmi eux, il y a eu 218 assassins, 9 voleurs et 2 présumées sorcières. Le droit d'asile était un devoir de charité pour Charles de Gonzague, fervent catholique. Ce sens de l'accueil est encore présent dans l'esprit des habitants de Charleville. Ici, les êtres étranges sont toujours les bienvenus. Et la Bourgogne, c'est par là? Attention à ta glace. Oui, il est gourmand, c'est pour ça qu'il est aussi gros. Charleville l'agité, c'est aussi Mézières, la belle endormie, moins extravertie. En tout cas, un peu cachotière de ses trésors. Mais Vera les a trouvés, elle. Et elle est impatiente de les faire partager à son nouveau compagnon, personnage à géométrie variable. Tu connais René d'Urbach? C'est un ami de Picasso. Il a travaillé sur les vitraux de basilique pendant 24 ans. C'est magnifique. On va voir? « 64 vitraux réalisés par un artiste touché par la grâce. Une œuvre unique qui continue d'émouvoir Philippe Vaillant. Pourtant, il la connaît bien. De 1955 à 1979, il a eu la chance d'assister à toutes les étapes de l'élaboration de ce chef-d'œuvre de l'art moderne. J'ai très bien connu René d'Urbach dans les 25 dernières années de sa vie, ce qui correspond d'ailleurs à la durée de création et d'installation des vitraux de la basilique de Mézières. L'homme était très étonnant. C'est un sculpteur de métier, un homme qui aime la matière, pas fait pour le vitrail au début, et c'est un homme qui travaillait beaucoup. Il disait que c'était l'œuvre de sa vie. Agnès Prevot est ici comme chez elle. Cette massarienne passionnée s'est longtemps battue pour mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel. Elle continue aujourd'hui à faire visiter sa basilique aux touristes et aux amateurs d'art.
Je trouve que c'est très beau parce que la luminosité est différente tous les jours. Ça change en fonction des heures de la journée, en fonction de la saison, en fonction de la météo. Et à chaque fois, c'est toujours très beau. Le nord, c'est par là. Vous avez les verts, les bleus, les gris. Ce sont les couleurs froides. C'est le côté où le soleil ne vient jamais. Ensuite, vous avez un deuxième chapitre, c'est le cœur de l'église, dans lequel vous avez les couleurs chaudes, le violet, qui est essentiellement la couleur du Christ, le rouge, qui est essentiellement la couleur de l'esprit, la couleur de Dieu, la couleur de la passion et de l'intelligence. René d'Urbach a voulu, en quelque sorte, si vous voulez, retrouver l'universalité du signe chrétien. C'est-à-dire que chaque vitrail est construit autour de la croix. Mais de la croix, si vous voulez, qui est inséparable au point de vue symbolique du carré. Et dès que vous parlez du carré, vous parlez du cercle inscrit dans le carré et du triangle qui assure la médiation du cercle dans le carré. Et vous avez d'ailleurs triangle, cercle, carré, vous avez toutes les formes géométriques concevables. Vera et son compagnon apprécient le silence de la basilique. 1001 couleurs pour se reposer des foules bruyantes et joyeuses qui se pressent sous les chapiteaux de Charleville. Laissons-les profiter, déchiffrer formes et symboles et partons vers un autre rêve. Ce qui est très beau à Mézières, c'est cette dédicace à la Vierge Noire. On l'appelle basilique Notre-Dame d'Espérance. Il faut voir cette basilique sur sa colline, entourée de la Meuse, des deux méandres de la Meuse. Remontons le cours de la Meuse. Ses rives balayées par le soleil appellent à la flânerie. Il suffit de s'y abandonner pour accoster l'île du Vieux Moulin. En ce dernier week-end de festival, elle est peuplée de personnages un peu énigmatiques. Mais laissons là la douce folie du festival et retrouvons Jean-Pierre Léman, l'archéologue, et sa fille Laurence. Jean-Pierre est un curieux personnage, une sorte de chasseur-cueilleur érudit, un pied dans l'air secondaire, l'autre solidement posé sur le mont Olympe, son refuge préféré. Alors le mont Olympe, c'est tout ça? Ouais. Ou c'est qu'une partie? Non, c'est tout l'ensemble. C'est une presqu'île, c'est une île, quoi, si tu veux, tu vois. Et la Meuse fait le tour, et tu as le château des Fées qui est juste derrière. Et bon, aussi Notre-Dame, la ville romaine qui s'étend comme ça. Gonzague voulait vraiment jouer sur, comme Louis XIV, si tu veux, sur la mise en scène du paysage, quoi. Ah oui. Parce que le paysage, dans la grandeur, puis les hauteurs, si tu veux, qui sont l'esprit d'élévation, on va vers Dieu. Comme ça, un pont en bascule, il bouge. Donc les soldats, ils ne marchaient plus au pas sur les ponts. Et c'est une tradition, dès que tu arrives sur un pont, on ne marche plus au pas. Parce que la cadence, les vibrations, ça peut foutre tout en l'air. Donc le mont Olympe, si tu veux, c'est le domaine des dieux. L'Ardennais, c'est un homme qui travaille le fer. C'est un homme qui est de la forêt. Il cherche ses matières premières dans la forêt. C'est nourricier, c'est une protection aussi contre les envahisseurs. À tel point, c'est que les gens de cité disent que la forêt est impénétrable. La forêt est dangereuse, mais c'est tout le contraire pour un Ardennais, quoi. Et sans forêt, je ne vivrais pas. Elle représente chez nous les lieux de refuge contre les indisciplinés, contre les pouvoirs. Et de temps en temps, je dis, pour nous, à l'Ardenne, la forêt est ce que la mer est au Breton, quoi. Ça représente la même... et c'est une source éternelle, si tu veux, à la fois de complicité, il y a une harmonie, et comme tout interactif, il faut même parler gentiment aux arbres, tu vois. Oui, je suis un amoureux de ma terre, ouais. C'est la moindre des choses. Hein. On est de la terre, on finit dans la terre, donc il faut être bien avec elle.
C'est surtout la découverte, moi, qui m'intéresse. C'est découvrir, partir en aventure. C'est ce qui m'intéresse beaucoup dans l'archéologie. C'est cette émotion de la terre, quoi. Et au niveau du sol, alors? Le sol, c'est des schistes. Là, tu as vraiment, c'est sur le socle schisteux. Avec, tu vois, le phénomène de litage comme ça. Puis la mousse qui se met, c'est super beau. Mais ça a été taillé par l'homme ou pas non, du tout, non, c'est naturel. Là, oui. On est vraiment en dehors. Je suis baignée dedans depuis que je suis toute petite, donc je crois que je savais déjà pas marcher, que j'étais avec toi ou avec maman dans les fouilles, dans la terre, à chercher. C'était mes jouets déjà, les fouilles. Et puis ben oui, quand on est baigné de l'archéologie, de l'amour, oui, de l'amour de sa terre, de l'amour de ce qui nous entoure, les arbres, l'architecture, on ne peut avoir qu'une vie heureuse. Gonzague, c'est un grand seigneur. Il est apparenté avec la famille des Bourbons, donc c'est le grand bâtisseur, hein, et il est grand maître du Saint-Sépulcre. Donc il veut créer, comme tous les dictateurs, hein, il veut créer une ville céleste, donc une Jérusalem. Et il conçoit sa ville dans cette idée. Donc il faut une vision grande, et quand on est de la place du Cal, on voit la Meuse, il y a le passage de la Meuse, et après on rentre dans la forêt. Et là on est vraiment dans le symbolisme entre le monde organisé de la ville, l'échappatoire dans la forêt. Dans une forêt, vous avez vu, on est toujours dans le mouvement ondoyant. Et la cité, quelque part, pour un Ardennais, on est mal à l'aise parce qu'il faut marcher droit dans une cité et on est contrôlé de partout. Allez, attention, dans quelques minutes, on ouvre les grilles des Polichinelles. Un événement exceptionnel, unique en son genre. Allez, entrez, et voilà. 1, 2, 3. On peut avoir les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles. Comme tous les carolo-macériens, Jean-Pierre Léman chérit un des plus célèbres enfants de la ville, Arthur Rimbaud, né ici en 1854. Le poète a vécu à Charleville jusqu'à ses 17 ans, avant de prendre la route vers d'autres illuminations. Dans son esprit de révolte et dans son éternelle envie d'errance, de vagabondage, de découvrir le monde aussi. Pendant un moment, il veut même être archéologue, il se réfugie dans une grotte. C'est un adolescent, donc avec tout le côté frondeur, en marge d'une société trop organisée, trop policée, trop sécuritaire. Il y a toujours cette envie, comme nous en archéologie, de voyager dans d'autres mondes ailleurs, quoi. Je crois que c'est quelqu'un de métamorphique, Rimbaud. Et d'ailleurs, il emploie beaucoup le patois, la consonance du mot plus que le mot lui-même, quoi. Envoûtés par l'atmosphère rimbalienne, Morgane et Odette, son amie de chiffon, se sont lancés dans une déclamation de leur poème préféré. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs. Le musée Rimbaud a trouvé naturellement sa place dans ce vieux moulin du XVIIe siècle, dessiné par Clément Métézeau, le jeune architecte de la place du Cal. Un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou. Allez-y sans nous. À l'intérieur règne une atmosphère à la limite du sacré. Car aimer Rimbaud, c'est un peu comme entrer en religion. D'ailleurs, le poète a inspiré les plus grands artistes du XXe siècle. Picasso, Fernand Léger, Cocteau, tous captivés par l'adolescent illuminé de Charleville. On retrouve aussi des objets qui racontent sa trajectoire fulgurante, du jeune écolier de province à l'homme aux semelles de vent. Une vie de 37 ans à peine, qui lui a permis d'être à la fois premier de la classe, poète, petit voyou, marchand d'armes en Afrique, aventurier et héros de nos rêves adolescents. Une œuvre qui tient en 250 pages, écrite en 4 ans, de 16 à 20 ans. Ses poèmes les plus célèbres, c'est donc souvent à Charleville qu'il en a eu l'inspiration. Alain Tourneux, directeur du musée depuis 30 ans, est toujours aussi fasciné par le personnage. Dans cette galerie de photographies,
Autour de cette salle, on découvre des portraits de Rimbaud très jeune, quand il a une dizaine d'années. Et puis, cette photographie-ci, c'est la plus symbolique, c'est la photographie de Carja quand il avait 16 ans, 17 ans. Arthur Rimbaud a été non seulement poète, il a aussi été voyageur, explorateur. Et les objets qui sont ici montrent bien, symbolisent pour le mieux cette vie de voyage. Par exemple, la valise, c'est la valise qu'il a accompagnée en Afrique. C'est extrêmement symbolique de la démarche de l'homme au sommet le devant. Et puis les ouvrages qui sont ici sont des ouvrages techniques, ce ne sont pas des ouvrages de poésie. Rimbaud avait à ce moment-là une autre vie. Et puis, n'oublions pas qu'Arthur est le meilleur élève du collège. Et au moment des distributions des prix, eh bien, Rimbaud est le plus souvent cité comme le premier, par exemple, en composition latine, en version grecque. Plus d'un siècle et demi après, Arthur Rimbaud est toujours présent à Charleville, dans les rues de Charleville. Et on s'en rend compte au quotidien, effectivement. Il y a à la fois les personnes qui viennent ici pour retrouver le souvenir d'Arthur Rimbaud, et pas seulement au musée, dans la ville entière. Et puis les habitants, tous les jours, sont amenés à être confrontés à cette image, à cette silhouette, à cette grande figure qui hante, d'une certaine façon, sans être un fantôme, qui hante les rues de Charleville. Mais pour autant, Charleville n'est pas figé dans le 19e siècle. D'autant plus que Rimbaud, il habite le 20e siècle et le 21e maintenant. C'est un personnage fascinant aussi. Hein? Déjà ici, si on voit tout ce qu'il a fait, les voyages qu'il a fait, qu'il a traversé la Suisse à pied, qu'il a fait, c'est énorme, ce gars-là. Je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose dans lui, dans ce personnage qui me fascine, oui. J'ai appris qu'il est né en 1854, qu'il avait un frère, que c'était un rebelle. Pour lui, Charleville, c'est une petite ville, et c'est tout à fait vrai à l'époque, c'est 10 000 habitants. Le chemin de fer y arrive tout juste, le chemin de fer est arrivé en 58, Rimbaud est né en 54. Et puis aussi, pour lui, il faut aller à Paris, et il emploiera pour ça tous les moyens. Il ira à pied par les chemins détournés parce que l'occupant est là. Et la petite ville de province, il l'aime bien quand même parce qu'il y revient, sa mère est là, l'accueille, c'est son port d'attache. Il suffit de traverser la rue pour rejoindre la maison où Arthur a vécu avec sa famille pendant des années. Plus d'un siècle après, la petite cour est encore chargée de sa présence. On l'imagine ici, passant de longues heures à rêver, lire et écrire, bien sûr. Aujourd'hui, ce lieu accueille des poètes contemporains, comme Patti Smith, qui voit en Arthur son frère, son âme sœur. Avec Julien Sauvage, le directeur du festival musical Le Cabaret Vert, Alain Tourneux évoque le premier voyage de Patti Smith à Charleville, en 1973. Et elle raconte qu'elle est venue au musée Rimbaud, qu'elle a eu les larmes aux yeux devant la valise, devant les étoffes. Elle a toujours dans son portefeuille soigneusement conservé le ticket d'entrée au musée qui valait 1 franc à l'époque, avec le numéro qui est pour elle quasiment un porte-bonheur. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, Rimbaud est devenu presque une source d'inspiration pour tous ces artistes? Moi, je suis vraiment étonné. Dès qu'on parle de Charleville et du Cabaret Vert, effectivement, on a dans certains réseaux des facilités ou tout de suite un intérêt, un attrait de certains artistes. Sa poésie, elle est très rythmée. D'ailleurs, je pense qu'il n'a pas écrit dans cette maison, derrière son petit bureau. Non, il a écrit en marchant. Sa poésie, c'est de la musique. Alors c'est bien normal, j'allais dire, que les artistes lui emboîtent le pas de cette façon-là. C'est assez important pour nous aujourd'hui que quelqu'un comme Patti Smith, qui est vraiment crédible, qui a une grosse sensibilité, une reconnaissance, puisse être associé à une ville comme la nôtre. C'est forcément très, très positif. Chance d'accueillir Peter Doherty, et d'ailleurs le dernier album solo de Peter Doherty, quand on ouvre l'album, il y a une photo d'Arthur Rimbaud à l'intérieur du disque, donc c'est vraiment pour le coup c'est très réfléchi et c'est vraiment assumé de la part de Doherty. J'ai l'impression comme si les gens avaient décelé quelque chose en lisant Rimbaud. Il y avait un deuxième, un troisième sens, presque une clé, presque une porte secrète qui emmenait vers quelque chose. J'ai l'impression que ça va vraiment beaucoup plus loin. Tout le monde n'est pas Rimbaud, mais la poésie de Rimbaud est à tous. Ou presque. Place Ducale, les poètes d'aujourd'hui ne semblent pas toujours très inspirés. Charleville, misère! Charleville, misère à la place Ducale. Voilà. À la place Ducale, on est tranquille. Généralement, y a la brume qui se lève. Même la brume, elle n'est pas là.
Il y a du soleil maintenant à Charleville, c'est nouveau. Pour le festival, ils mettent du soleil. Oh non, on ne reconnaît plus les Ardennes là. Ah non, on n'est plus chez nous. Tu me prêtes ton fauteuil? Ouais, si tu veux, tiens. Allez. 1, 2, 3. Il faudra peut-être un siècle encore pour que Charleville-Mézières enfante un autre adolescent rebelle et poète. Le risque, ce serait alors qu'il n'ait plus la rage d'en partir, puisqu'elle n'est plus ni bourgeoise, ni figée. Elle semble porter haut et fière l'ambition de son créateur. Une ville neuve et incomparable.